Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette séquence de 30 minutes qui va porter sur l'impact social, économique, environnemental des grands événements sportifs et notamment donc des Jeux Olympiques. Alors, je vais me présenter très rapidement. C'est pas ce qui vous intéresse le plus, mais simplement puisqu'on est dans un salon, hein, Supermort, qui peut-être va vous aider à vous orienter. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Donc moi, j'ai un cursus de gestion plutôt. J'ai fait un DUT GEA. Ensuite, j'ai fait une licence management du sport donc en STAPS à Toulouse. J'ai fait un master management du sport aussi. Et puis j'ai découvert par un stage en travaillant sur l'impact d'un événement sportif, en l'occurrence le Tour de France dans les Pyrénées, que ce sujet m'intéressait beaucoup et j'ai eu la possibilité de continuer, de poursuivre en thèse sur cette thématique plus large de l'impact des grands événements sportifs. Et donc, je suis maître de conférence en STAPS à l'université Rennes 2 depuis maintenant quelques années. Et je travaille sur cette question des Jeux Olympiques, dont l'actualité, évidemment, me rattrape, me dépasse même largement. Et donc, il y a évidemment un intérêt à travailler cette question. Donc, ce que je vous propose dans ces 20-25 minutes, c'est d'abord d'échanger sur l'olympisme de manière assez rapide, puisque en plus ce matin, je crois qu'il y a eu une présentation historique sur l'olympisme, même si vous n'étiez pas forcément tous présents dans la salle. Ensuite, je parlerai des impacts économiques, sociaux, environnementaux, vraiment, à partir de travaux scientifiques, pour un petit peu sortir de l'ensemble des préconceptions qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de sens commun, tout le monde a un avis sur les Jeux Olympiques. Je pense que vous avez un avis aussi. Donc, c'est essayer de regarder ce que disent les travaux des gens qui ont essayé de développer avec une rigueur scientifique des études sur un temps long. Et vous allez voir que les résultats, généralement, sont plus nuancés. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et je conclurai donc sur cette approche nuancée. Allez, donc sans transition, l'olympisme, très rapidement, il n'y aura qu'une diapo sur l'olympisme. On va parler après de l'événement. Je ne vous apprends rien en vous disant que c'est donc une conceptualisation moderne de ce qui existait dans l'Antiquité. Donc il y a une très forte légitimité historique, ancestrale, avec beaucoup de symboles qui donne corps donc à un imaginaire, à un universalisme à travers différents symboles, je l'ai dit, la charte par exemple, la flamme olympique, etc. Ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de ces symboles et de ces éléments se cristallise dans un événement qui a lieu donc tous les 4 ans, que vous connaissez très bien, ce sont les Jeux olympiques et paralympiques, donc auxquels il faut toujours penser, qui ont voilà, cette ambition, comme le dit cette phrase un peu pompeuse, de donner à voir une aspiration universelle, hein, à un moment donné où on va dépasser un petit peu les conflits, on va dépasser éventuellement les difficultés à l'intérieur même des pays pour s'unir autour d'un même objectif, celui de participer et d'avoir des médailles. Évidemment, les Jeux Olympiques, c'est un événement, c'est le premier événement au monde, hein, c'est l'événement le plus important. Pour vous donner un chiffre parmi d'autres, c'est 3 milliards de vues hein, sur le 100 mètres de Usain Bolt en 2008. Donc, c'est l'événement le plus vu. 6 millions de Français ont suivi les exploits de Martin Fourcade. Donc, on est sur vraiment quelque chose qui n'a pas d'égal en fait dans la société et c'est ça qui est assez intéressant à étudier du point de vue du coup de la sociologie et de la société de manière plus générale. Néanmoins, on peut s'interroger sur la dimension planétaire de l'événement puisque pendant très très longtemps l'événement était essentiellement masculin, hein. Pierre de Coubertin disait qu'il ne voulait pas, je cite, d'une Olympiade femelle, hein, que ce n'était pas, c'était disgracieux. Donc dans certaines disciplines, on a vu les femmes pouvoir pratiquer, mais ça a été extrêmement, extrêmement progressif. Et donc, pendant très longtemps, le plus grand événement du monde mettait de côté finalement la moitié de la population dans sa représentation, ce qui évidemment nécessite donc de nuancer ce caractère socialement international. La diffusion spatiale des JO, là aussi, elle se fait essentiellement en Europe avec un vrai berceau nord-américain. Donc très souvent, les Jeux olympiques se déroulent dans les pays qui accueillent et qui ont une croissance et qui ont, voilà, de manière générale, les reins assez solides pour accueillir les événements.
Et on observe, notamment à travers les médailles, qu'il y a une corrélation assez étroite entre le niveau de croissance du PIB d'un pays et le nombre de médailles, ce qui du coup génère une asymétrie assez similaire à ce que l'on peut connaître par ailleurs entre les pays. Et puis le dernier point, c'est un peu celui qui va nous animer dans les prochaines minutes, c'est la politique de l'apolitisme, donc l'idée que le sport n'est pas politique, hein, l'idée que c'est quelque chose qui dépasse les clivages, qui permet de rassembler de manière universelle. Or, on va notamment le montrer avec les différentes formes d'impact. Non, c'est un mythe, évidemment. Le sport a toujours été politique parce qu'il y a différentes façons d'appréhender le sport et les Jeux olympiques le sont. Quand ils se déroulent dans un pays plutôt que dans un autre, c'est du politique. Quand ils sont boycottés, c'est également du politique. Finalement, Pythagore avait cette phrase, hein, alors c'est Pythagore, c'est à peu près le même que celui que vous connaissiez dans vos cours de maths. Le spectacle du monde ressemble, dit-il, à celui des Jeux olympiques. Les uns y tiennent boutique, d'autres paient de leur personne, d'autres se contentent de regarder. Et donc on a là finalement quelque chose qui cristallise l'action humaine de manière assez générale, l'action humaine organisée, et qui est donc très intéressant à observer. J'introduisais avec ça, je le redis ici, tout le monde a un avis. Il y a une visibilité unique et vous, je suis certain que vous avez aussi votre avis sur les Jeux olympiques. Cette infographie montre un sondage qui avait été fait en 2016 ou 2017 de mémoire, je crois que c'est 2016, à travers différents verbatims ou différents extraits qui montrent qu'il y a des avis très positifs, des avis très négatifs et que du coup, personne en fait n'est indifférent aux Jeux olympiques, hein. Donc tantôt on va penser et on va défendre l'idée d'un événement générateur d'emplois, tantôt on va considérer que c'est un risque pour la sécurité, c'est trop coûteux, mais en même temps c'est spectaculaire, on en a besoin et puis on est content, hein. Je pense que on est aussi enthousiaste à l'idée d'accueillir les Jeux olympiques, mais en même temps, on sait que c'est associé à de la corruption, etc., etc. Donc il y a toujours ce rapport très hémiplégique sur les Jeux olympiques où on ne sait pas trop comment se positionner. Et quand on fait des enquêtes d'opinion, on se rend compte qu'il y a un rapport extrêmement affectif, hein. On est dans le champ des émotions quand on travaille sur les Jeux olympiques. On n'est jamais indifférent à cet événement. Alors en contexte, les Jeux olympiques et paralympiques, c'est de plus en plus contesté. Et ça, peut-être que vous n'en avez pas forcément conscience parce qu'en France, ça s'est plutôt bien passé. Même s'il y a eu une petite contestation, elle n'a pas du tout ruisselé, si j'ose employer ce terme, dans l'espace public. Autrement dit, on n'en a pas vraiment parlé. Or, en réalité, si Paris 2024 a eu les Jeux, c'est parce qu'il n'y avait plus d'opposants, il n'y avait plus d'adversaires, hein. Toutes les autres candidatures s'étaient retirées les unes après les autres. Pour en évoquer quelques-unes, Hambourg, Rome, Budapest ou Boston, par exemple. Donc Paris 2024, finalement, c'est une singularité, c'est pas la norme. En fait, il y a de moins en moins de grands pays, de grandes villes qui veulent accueillir les Jeux olympiques. Les contestations, que disent-elles? Elles tournent à peu près toujours autour de la même rhétorique, trop d'argent public qui, du coup, ne va pas avoir assez d'utilité sociale. Autrement dit, on va pas, on dépense de manière pas extrêmement bien pensée l'argent public et on pourrait peut-être l'utiliser de meilleure manière. Très souvent, donc, les Jeux olympiques génèrent des contestations. Donc, il y a 4 volets rhétoriques qu'on peut évoquer très rapidement. Il y a la privatisation des bénéfices pour les partenaires du CIO et la socialisation des coûts. Donc, l'idée que c'est finalement vous et moi qui allons payer les investissements liés aux Jeux olympiques. Vous avez l'argument écologique. Évidemment, les Jeux olympiques, une absurdité écologique aujourd'hui, faire se déplacer des millions de personnes, construire des stades. Est-ce que c'est bien raisonnable? La troisième volet rhétorique, c'est l'utilité sociale, hein. Est-ce qu'il n'y a pas des dépenses peut-être un petit peu plus utiles aujourd'hui dans une société en crise dans pas mal de secteurs? Je pense à la santé, par exemple, mais il y en a malheureusement d'autres. Et enfin, un quatrième volet qui est un peu plus divers, on va dire, qui agrège à la fois les contestations liées à toutes les lois d'exception, parce que vous ne savez peut-être pas, mais à quoi servent les événements sportifs? Eh bien, ça sert à aller plus vite, notamment les Jeux olympiques. Autrement dit, ça sert à aller plus vite dans les procédures
d'action publique, au niveau de la loi, pour construire tel ou tel équipement, eh bien, les Jeux Olympiques, ça va permettre d'accélérer très très concrètement les procédures, de s'exonérer d'un certain nombre de choses qui sont assez longues normalement en termes d'études préalables pour pouvoir avoir des accords d'un point de vue urbanistique. Et donc là, les Jeux Olympiques, ça permet d'aller beaucoup plus vite en fait. Et donc, ces lois d'exception, eh bien, elles ne sont pas très démocratiques, puisque, comme son nom l'indique, elles suscitent une exception, c'est-à-dire que en temps olympique, on considère collectivement que puisqu'il faut aller vite, eh bien, on ne va pas suivre le processus démocratique habituel, on ne va pas passer par l'Assemblée nationale pour certains grands projets structurants, on ne va pas passer par le Conseil de Paris, etc., parce qu'il faut aller plus vite. Donc ça, c'est un volet critique aussi qui peut voilà, susciter pas mal de remous. Et puis, il y en a un deuxième, plus récent, qui est sur la surveillance de masse, notamment à travers les algorithmes qui vont être mis en place, donc de reconnaissance faciale, notamment dans les mouvements de foule, et qui là aussi suscite pas mal de contestations et d'inquiétudes par rapport à l'utilisation qui pourrait en être faite au-delà des événements sportifs. Je pense évidemment aux manifestations. Pour contrer cela, donc, les organisateurs, ils sont au courant de ça, hein. Ça fait longtemps, le CEO, il a capté que c'était très, très compliqué d'accueillir, d'organiser aujourd'hui les événements et que, très concrètement, il y avait de moins en moins de villes qui le voulaient. Donc, eh bien, il développe une rhétorique, c'est-à-dire un argumentaire, c'est-à-dire un discours, très concrètement, qui vise à convaincre que l'événement sportif, il a un imaginaire attractif, qu'il a des impacts. C'est ce qu'on appelle la rhétorique de l'héritage. On va essayer de créer de l'enthousiasme. Et là, vous n'avez qu'à allumer la télévision, écouter Anne Hidalgo. Bon, c'est pas un bon exemple puisqu'il y a eu quelques sorties médiatiques récentes, mais on va dire Tony Estanguet, par exemple, qui porte la candidature concrètement dans les médias. Vous l'écoutez, tout est toujours magnifique. Il crée vraiment cette idée d'horizon commun, voilà, d'énergie positive. Va y avoir des emplois, va y avoir plus d'attractivité pour le sport, ça va développer les licences. Ceux qui pratiquaient pas vont se mettre à aller courir, etc., etc. Et évidemment, cette rhétorique-là, eh ben, si on s'appuie sur la connaissance que l'on peut avoir de la littérature et des précédentes Olympiades, parce que ça fait quand même un petit moment que ça existe, les Jeux Olympiques, donc on commence à savoir ce que ça suscite, et ben, en réalité, c'est malheureusement souvent beaucoup, beaucoup plus nuancé, notamment, pour ne prendre qu'un exemple, le développement de l'activité physique et sportive. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure avec quelques chiffres, mais non, les Jeux Olympiques, ce n'est pas un événement de 15 jours qui va développer l'activité physique d'un pays, qui va rendre une nation sportive, si tant est que cette formule veuille dire quelque chose. Donc ça crée des attentes, ça crée des espoirs, et du coup ça peut susciter aussi du désespoir ou du désenchantement. C'est un peu le risque dans lequel est pris la difficulté et la contrainte dans lequel est prise l'événement et de manière générale l'ensemble des acteurs qui l'apportent. Pour ne vous donner qu'un exemple, la maîtrise budgétaire des Jeux Olympiques, elle est relativement impossible si l'on regarde les précédentes Olympiades. Alors évidemment, là, je ne parle pas que de Paris 2024, je parle de manière générale des Jeux Olympiques. Paris 2024, on en parlera un petit peu à la fin. Il y a des choses qui sont quand même assez différentes de certaines des Olympiades évoquées ici, notamment en maîtrise. Mais là, typiquement, vous pouvez voir que structurellement, et c'est la taille des ronds rouges qui vous le montre, eh bien, structurellement, les budgets dépassent ce qui était annoncé dans les dossiers de candidature. Autrement dit, il n'y a aucune Olympiade qui vraiment ne parvient à rester dans ses coûts et à rester dans ses frais et à s'y retrouver. Ça coûte toujours beaucoup plus cher. C'est ce que les économistes appellent la malédiction du vainqueur. Autrement dit, celui qui gagne l'enchère pour avoir le droit d'organiser les Jeux Olympiques se retrouve à la fin le perdant parce que il doit payer de sa poche très très cher pour pouvoir subvenir aux besoins de l'événement et à son héritage. Alors sur l'impact économique, ce que dit la littérature. Les économistes ont montré depuis des années qu'il n'y a pas d'économie qu'au niveau national. Et ça, aujourd'hui, on peut le dire de manière extrêmement claire, il y a un consensus là-dessus. Non, les Jeux Olympiques ne peuvent pas relancer l'économie d'un pays, par exemple. Ce n'est pas possible. En revanche, ça peut avoir un impact local. Oui, ça peut susciter du dynamisme, c'est plusieurs millions sur
un site olympique, par exemple, ou autour d'un stade, là, va y avoir des dépenses de spectateurs qui vont venir et qui vont dépenser de l'hôtellerie, dépenser de la restauration. Là, oui, potentiellement, il va y avoir une forme d'intérêt économique, mais celui-ci, donc, va être extrêmement localisé. Et ça, c'est vraiment le premier message très important qui est souvent peu rappelé dans l'enthousiasme autour des Jeux Olympiques, qui est largement relayé dans les médias et auquel vous êtes très souvent confrontés. L'autre chose, c'est la dépendance au contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des endroits où ça marche, il y a des endroits où ça marche moins. Selon le taux de chômage, selon l'inflation, on va être plus ou moins engagé dans l'événement et du coup, il va y avoir plus ou moins de retombées positives. Un outil de légitimation des dépenses publiques également. L'événement sportif donc, permet d'aller plus vite. J'en ai déjà dit quelques mots, donc je passe assez vite là-dessus. La méthodologie pour mesurer l'impact économique, j'ai absolument pas le temps de rentrer dans le détail et de vous expliquer pourquoi, mais elle est très controversée. Il y a beaucoup d'outils qui existent, il y a des méthodes, mais celles-ci sont relativement difficiles à mettre en place. Et aujourd'hui, on sait, on est au clair avec ça, on ne peut repérer que des tendances. C'est déjà bien de repérer des tendances, on en a besoin. Mais on ne peut pas dire, non, on est capable de mesurer précisément à l'euro près l'impact économique. Non, on n'est pas capable. On est capable de repérer globalement si c'est un fiasco ou si c'est pas mal au niveau local. Et c'est déjà bien. Et puis, dire que l'impact ne veut pas dire bénéfice. Quand vous entendez tant d'injections monétaires ou tant d'impact économique, notamment après la Coupe du Monde de rugby, il y a eu une communication autour de ça. L'impact économique, il est constitué à partir de plusieurs indicateurs, parmi lesquels se trouvent les dépenses d'organisation. Donc, dans le calcul de l'impact économique, vous avez les dépenses publiques. Autrement dit, l'impact peut être fait de dépenses. Donc, un impact économique important sur un territoire, ça ne veut pas dire un bénéfice, ça ne veut pas dire de l'argent concrètement dans les sous, de l'argent dans les poches des collectivités, loin de là. Et puis enfin, un intérêt croissant pour l'immatériel qui ne se mesure pas. J'avance sur la dimension touristique maintenant. Je brosse très vite les grandes dimensions pour vous donner des points de repère, puis j'essaie de garder un petit peu de temps peut-être pour un échange de questions. Je vois que le temps passe vite, faut pas que je m'emballe. Donc, impact touristique, très clairement, c'est peut-être l'un des seuls impacts qui est vraiment validé empiriquement. C'est-à-dire, les chercheurs qui ont bossé sur cette question disent oui, globalement, peut y avoir un intérêt, mais encore une fois, dans certaines conditions. Ces conditions sont les suivantes, notamment dans des pays où il n'y a pas déjà beaucoup de tourisme. À Paris, il y a déjà une saturation des hôtels, on n'a pas besoin des Jeux Olympiques pour remplir les hôtels. C'était le cas à Londres également. Par contre, dans certaines autres villes, là, en effet, peut y avoir un effet dynamique, un changement d'image qui donne envie de revenir sur site et du coup d'avoir une dynamique positive. Donc, de manière générale, les événements peuvent être intéressants, mais ça va dépendre du contexte. C'est ça vraiment l'idée force que si j'arrive à faire passer une idée dans ces 25 minutes, c'est celle-là, j'aurai déjà un petit peu réussi mon boulot. Sur l'impact social, on a identifié dans un travail collectif un certain nombre de dimensions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est simplement pour vous dire que l'événement, il peut avoir un intérêt aussi d'un point de vue encore plus immatériel. Autrement dit, il peut créer du lien entre les gens. L'événement sportif, il va vous permettre d'aller sur site, de rencontrer des gens, d'avoir des émotions, de faire la fête, d'aller boire une bière concrètement, et du coup, de développer potentiellement quelque chose qui va rester au-delà. Ça, c'est du social, donc c'est du lien. C'est très, très difficile à mesurer. Forcément, ça échappe à un calcul économique. Donc, on a identifié dans ce travail collectif un certain nombre de dimensions de l'impact social, pour n'en citer que quelques-unes. Donc, la cohésion sociale, ça peut avoir des effets sur l'éducation aussi, dans les écoles, dans les lycées. Il y a des actions sur l'olympisme qui véhiculent certaines valeurs qui sont considérées comme universelles. Et donc, il peut y avoir un effet positif à ce niveau-là. Ça peut aussi développer la culture sportive et la pratique. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Pour vous donner un exemple vertueux, dans cette étude, on avait bossé, nous, sur l'Euro 2016, donc à Paris et Saint-Denis. Vous étiez encore un petit peu jeune pour la plupart d'entre vous. Mais c'était un événement, déjà, ce qu'on appelle un grand événement international, donc qui s'est imposé sur le territoire, Saint-Denis et Paris.
Et donc, nous, on a essayé de repérer comment l'événement se donnait à voir, comment il mettait en lien un petit peu les gens. Et on a observé des initiatives qui sont autant d'exemples extrêmement vertueux. J'ai un propos plutôt critique depuis tout à l'heure pour venir nuancer ce qui est perçu de manière générale dans les médias autour de l'intérêt des événements. Maintenant, je veux le renuancer dans l'autre sens pour vous dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours que des effets négatifs. Bien loin de là, il y a aussi des effets positifs. C'est par exemple le cas de ces initiatives qui permettent à des jeunes de pratiquer, de se rencontrer, des initiatives intergénérationnelles. Alors, j'ai flouté pour ne puisse pas reconnaître les personnes, mais c'est un tournoi qui s'appelle Papy Foot. C'est une rencontre intergénérationnelle entre des EHPAD et puis des écoles. Ces personnes-là ne se seraient jamais rencontrées sans l'événement sportif. Alors évidemment, ça ne va pas forcément changer leur vie, mais c'est un moment qui a une valeur en tant que tel et qui existe et qui n'aurait pas existé sans l'événement. Donc c'est intéressant. Et puis la photo en haut à droite, c'est un groupe de jeunes que j'ai pris en photo dans le Parc des Princes. On regardait le match Croatie-Turquie, c'était le dernier match de poule, c'était un super match d'ailleurs, soit dit en passant. Et ces jeunes-là, habitant Paris, n'étaient jamais allés au Parc des Princes. Ils habitaient le quartier de la Goutte d'Or, donc dans le nord de Paris. Ils n'avaient même jamais pris le métro pour aller vers la fan zone qui se tenait au pied de la Tour Eiffel. Autrement dit, vous avez certains jeunes qui habitent à Paris qui n'étaient jamais allés voir concrètement la Tour Eiffel et qui n'étaient jamais allés dans ce quartier de Paris. Et or, il fallait aller sur la Tour Eiffel pour récupérer les places pour participer à cet événement. Donc, l'événement sportif, en toute mesure, encore une fois, ça ne va pas transformer tout, mais ça a permis ça. Et ça a une valeur quand même extrêmement importante et ce serait une erreur que d'oublier cela. Puis l'événement sportif, il peut être générateur d'expérience. Il transforme aussi la ville. Et là, vous allez voir, les Jeux Olympiques, c'est déjà le cas. Ça va transformer complètement la manière de considérer le sport. Là, c'était donc dans le parc de Saint-Denis, vous aviez un certain nombre de décorations, des sculptures notamment d'arbres. Et des empreintes urbaines, c'est-à-dire des drapeaux, des choses qui créent une expérience en fait événementielle du street art avec cette photo, ce portrait d'Iniesta, qui permettent vraiment de mixer à la fois art, sport, de créer des choses relativement intéressantes qui peuvent créer des expériences nouvelles et qui vont avoir un effet sur concrètement la manière dont on vit l'événement à un moment donné, à un endroit donné. Néanmoins, pour vous préciser, ce tableau est un petit peu bourrin, je m'en excuse, mais il est important pour venir nuancer les choses. Et par manque de temps, je vais me focaliser juste sur celui-là, parce que j'avais plusieurs exemples. Juste, par exemple, sur les activités physiques et sportives, sur le développement des APS. L'idée que les Jeux Olympiques vont permettre de développer des licences ou de vous mettre à la course si vous n'en faisiez pas. Bon, ça, que dit la littérature ? La littérature, elle dit que certains résultats, certains chiffres peuvent, par exemple, donner l'illusion qu'il s'est passé des choses sur la sédentarité. Ça a été le cas de Londres. J'ai en tête un chiffre qui dit qu'on est, en 10 ans, passé de 29% à 27% en termes de sédentarité. Bon, pourquoi pas. Et puis, vous avez exactement les mêmes études qui pointent aussi d'autres chiffres, et notamment sur Londres 2012, il y en a beaucoup, et qui montrent, par exemple, c'est un gros problème en Angleterre, l'augmentation du taux d'obésité infantile, qui est un gros problème là-bas, un gros problème de santé publique. Et cette augmentation du taux, il est particulièrement important dans les quartiers qui ont été construits pour les Jeux Olympiques. Donc là, vous voyez bien la décorrélation qu'il y a entre l'événement et un objectif de santé publique par le sport, si on compte que sur l'événement pour susciter une politique. Il faut développer des choses sur le temps long. Ce n'est pas 15 jours d'événements qui vont permettre de tout transformer. Vous avez plein d'autres effets extrêmement contre-intuitifs également sur cette dimension de l'impact en termes de pratiques sportives. C'est pour ça que j'aime bien le prendre. Par exemple, vous allez voir Armand Duplantis, pour celles et ceux qui suivent l'athlétisme, sauter à 6 mètres, je ne sais plus où il est à 6 mètres 23, je crois, en ce moment. Et justement, de voir une performance aussi incroyable, ça peut au contraire vous démotiver, ça peut vous faire peur et vous dire non, moi je ne vais pas essayer de faire ça, ça me semble complètement impossible à atteindre. Donc ça peut avoir aussi des effets extrêmement contre-intuitifs qui viennent encore une fois nuancer. De manière générale, toutes les dimensions d'impact des événements sportifs s'illustrent de cette manière-là. Il y a des effets positifs, mais il y a aussi des effets auxquels on n'avait pas pensé, qui ne sont pas très positifs ou qui vont être neutres. Finalement, c'est un effet relativement neutre.
Ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Et puis, je terminerai avec l'impact environnemental très rapidement. Alors évidemment, là, c'est une infographie sur l'impact environnemental des Jeux de Rio en 2016. Donc, vous voyez quelques chiffres, je ne vais pas tous les détailler, mais bon, 6 000 tonnes de nourriture, 17 000 tonnes de déchets, etc. Donc, vous êtes évidemment sur un événement qui pollue énormément, essentiellement à travers les transports et à travers la construction. Donc là-dessus, que dit encore une fois les travaux scientifiques? Eh bien, l'impact environnemental, dans la plupart des cas, il est négatif, lié à un événement sportif. Et ce n'est pas en replantant quelques arbres à l'autre bout du monde qu'on va venir compenser concrètement l'impact que va avoir le déplacement de milliers, de millions de personnes, ou ni même la construction de certaines infrastructures. Donc, il faut arriver à saisir l'événement sportif dans toute sa complexité, dans l'intérêt qu'il peut avoir. Et ça, évidemment, c'est une question qui dépasse le champ du sport, le champ des acteurs du sport, qui est une question profondément politique, collective. Est-ce qu'on doit se passer de ces événements qui sont quand même des temps de célébration? J'ai essayé d'en donner quelques exemples. Est-ce qu'on doit s'en passer par rapport à cette urgence climatique, ou au contraire, est-ce qu'on doit continuer? C'est vraiment quelque chose qui dépasse complètement le cadre de l'événement sportif. Donc, comme je vous disais, sur cette dimension, si on est un petit peu cynique, bah oui, le mieux, c'est encore de ne pas faire d'événements. Donc, c'est assez difficile et il y a finalement de plus en plus de travaux sur cette dimension, mais c'est clairement le volet qui a été le moins étudié dans la littérature par rapport à ce que je vous ai présenté avant, parce que justement, c'est un angle mort et que si on s'y intéresse vraiment, ça fait mal en fait. Alors, pour conclure mon propos et être à peu près dans les temps, la nécessité de communiquer sur l'héritage, elle vient de cet objectif de devoir convaincre la population, garantir l'acceptabilité sociale de l'événement. C'est ce avec quoi j'introduisais mon propos. Or, forcément, vous avez un risque. Plus vous annoncez Monts et Merveilles, et plus vous risquez de vous mettre en difficulté par rapport à ces attentes, à ces espérances que vous avez suscitées. Or, je vous ai montré quelques exemples sur la littérature. La plupart des Olympiades précédentes illustrent justement des effets plutôt mitigés, voire négatifs sur certaines dimensions. Et finalement, ça crée donc un effet relativement, un cycle vicieux en fait, assez compliqué de s'extraire de cela, puisque forcément, plus vous perdez de l'acceptabilité sociale parce que vous avez ces effets négatifs, plus vous devez recommuniquer pour convaincre que c'est positif, et puis en même temps, vous continuez comme ça à entretenir quelque chose qui est assez compliqué. Et c'est vraiment ce que l'on observe actuellement autour de cette rhétorique de l'impact ou de l'héritage des grands événements sportifs. C'est ce qu'on appelle donc le piège de la rhétorique de l'héritage. Et je finirai donc avec cette phrase: les Jeux restent avant tout un enjeu démocratique dont les effets restent à construire avec les populations et dans le temps long. J'avais une dernière diapo sur Paris 2024 que je vais faire apparaître très rapidement. Je pensais avoir plus de temps, notamment pour échanger avec vous. Je m'excuse d'avoir été un petit peu long. Du coup, simplement pour conclure, attention aux excès de vitesse quand vous lisez des articles sur l'impact ou l'héritage des événements. Je pense avoir essayé de montrer la complexité de cette thématique qui est souvent ramenée à quelque chose d'extrêmement simpliste et d'extrêmement basique, malheureusement, dans les médias. Pas d'angélisme non plus, savoir qui a intérêt à une candidature et qui n'y a pas forcément intérêt. Et là, les travaux étayent aussi beaucoup ces choses-là, notamment les résidents locaux n'ont pas souvent grand-chose à gagner dans ces grands événements sportifs, au contraire des élites politico-économiques qui, elles, vont investir dans l'événement et vont concrètement en retirer quelque chose. Soyons donc nuancés, tout n'est pas positif, tout n'est pas négatif. Arrêtons de ne parler que d'économie. Non, les effets sont largement immatériels, en fait, les effets sont sociaux, et c'est dans cette acception qu'il faut les comprendre. Et donc, l'enjeu est surtout d'imaginer l'événement dans sa relation au local avec les individus et dans sa relation avec la population, notamment pour embarquer tout le monde très, très concrètement. Je vous remercie. S'il vous plaît, j'ai une question. J'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de décorrélation entre le fait qu'il y ait des sites où il y a eu des installations olympiques et le fait que il y avait pas mal d'obésité. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y avait aucune corrélation entre le sport et l'absence d'obésité, ou est-ce que vous voulez dire que les sites olympiques ont accru l'obésité?
Parce Non, que alors, je suis qu'est-ce que désolé vous si allez j'ai vous dire manqué précisément? de clarté sur ce point. Simplement, c'était pour montrer que là où il y a les sites olympiques, il y a eu une explosion de l'obésité. Après, le lien causal, il n'est pas forcément facile, et c'est un grand problème des études d'impact de trouver le lien de causalité, puisque c'est largement contextuel. Mais D'accord. Mais mais vous dites bien qu'il y a eu explosion d'obésité, c'est-à-dire que... dans ces nouveaux quartiers, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Mais on ne sait pas d'où ça vient exactement. On voit que la Bah, corrélation. si, on le sait à peu près, mais c'est la causalité avec l'événement qui est difficile. Ça, c'est vraiment une problématique pour toutes les formes d'impact. Parce qu'il y a tellement il y a des enjeux politiques, il y a des politiques publiques, il y a des contextes, il y a beaucoup de choses qui font que bah, l'événement, il est dilué finalement dans tout ça. Et Mon vous avez propos, quelques explications? ouais, mon propos pour être bien clair là-dessus, c'est de dire que l'événement sportif n'a pas d'effet là-dessus, en fait. C'est relativement neutre. On est dans un quartier populaire dans lequel il y a une politique d'austérité depuis des années extrêmement violente en Angleterre. Et du coup, il y a des effets relativement négatifs qui sont liés à ces politiques d'austérité. L'événement, il se pose là et finalement, on observe une décorrélation totale entre ce qui peut exister en termes de santé publique et un effet positif clamé autour de l'événement sportif. Pour le dire plus concrètement, non, un événement sportif ne peut pas, voilà, de 15 jours, 3 semaines, ne peut pas transformer les choses si c'est pas accompagné par des politiques pour les mobilités douces, etc., etc. Non, parce qu'on aurait pu attendre une explication du type on a fait installer des sites olympiques, la commune a gagné de l'argent, elle a donné de l'argent à ses habitants qui étaient défavorisés, ils ont acheté plein de chips et plein de chipolatas, j'en sais rien, et hop, l'obésité s'est accrue. Voyez-vous, là on comprend, mais autrement on ne comprend pas ce que. On comprend pas. Peut-être qu'il y a un truc comme ça qui a dû se produire. Peut-être, peut-être. D'autres questions? Merci.